Oui, j'ai entendu ce matin et encore maintenant de nombreuses observations, beaucoup de propositions qui sont tout à fait sensées, qui vont naturellement dans le même sens et je n'ai pas entendu d'approche, de vision qui soit hétérogène par rapport à ce que les uns et les autres ont dit. Et je crois que le bon sens qu'on a retrouvé dans le rapport du représentant spécial au Conseil de sécurité, et il y a tout récemment un rapport du Sénat français qui vient de sortir sur le sujet. Ce qu'a dit le ministre de la Défense, Mario Mauro, il y a un instant, on voit bien que tout va dans le même sens et je m'inscrirai dans cette ligne sans aller plus loin, puisque je ne suis pas un spécialiste effectif du Mali ou du Sahel, mais plus en praticien des Nations Unies, puisque nous sommes là de la veille d'une opération des Nations Unies, et il importe qu'une opération de ce type puisse se concrétiser et surtout réussir. Donc, quelle a été l'expérience que j'ai pu avoir sur divers terrains, dans une période qui a été très active, qui a été de relance des Nations Unies, puisque je suis arrivé en 97 et je suis parti fin 2000. Arrivé début 97, c'était une époque où tout le monde pensait qu'il n'y aurait plus d'opération des Nations Unies après les désastres de la Somalie, du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie. Je suis arrivé avec 7000 hommes, je suis reparti avec 50 000 en ayant, dans cette période-là, organisé les opérations au Libéria, en Sierra Leone, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, monté l'opération Kosovo, Timor oriental, retrait de l'armée israélienne du Sud-Liban et accord sur les frontières entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Donc vous voyez, en 4 ans, combien d'un seul coup, ce qui apparaissait comme une institution décadente, dépassée par les organisations régionales, est redevenue la première sur le devant de la scène. Alors, les leçons de ces expériences, c'est tout d'abord que, c'est vrai, vous venez de le dire, on vit sur des grands principes. Les grands principes sur lesquels on vit, c'est la Charte des Nations Unies. Ça a été pour l'Europe les 10 principes de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, sont des principes issus essentiellement de cerveaux occidentaux, représentant la vision, qui était d'ailleurs ambitieuse et, je dis, positive, des grandes puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale. Mais lorsque on a comme principes fondamentaux souveraineté nationale, intégrité territoriale et droit à l'autodétermination, je pense que le sujet est identité des minorités, on se rend compte à la lumière de l'expérience que c'est formidable, mais il n'y a aucune solution type, il n'y a aucune réponse avérée, et à la leçon de l'expérience, on se voit bien que les contradictions ont explosé et que ça a toujours été des solutions ad hoc qui tenaient compte du poids sur la scène internationale ou de l'intérêt stratégique du pays ou de l'intérêt des puissances les plus importantes, notamment au sein du Conseil de sécurité. Donc je crois qu'il faut, de ce point de vue, être tout à fait réaliste, et lorsque on aborde des questions comme celle du Mali ou du Sahel, il faut tenir compte de cette expérience et là encore être modeste quand on prend. Alors, je veux dire que l'exemple de ces contradictions, il apparaît partout. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une vision européo-occidentale qu'en Europe on a trouvé la situation. Je prends la situation à Chypre. Je prends l'explosion de l'Union soviétique avec la situation en Géorgie, en Moldavie, au Nagorno-Karabakh, l'éclatement de la Yougoslavie, où on trouvait normal que l'autodétermination de la Slovénie et de la Croatie se fasse tout de suite, mais on n'arrivait pas à régler le problème de la Bosnie-Herzégovine, pensant que ça devait rester dans un cadre national. Sur le Kosovo, la première résolution maintenait l'intégrité territoriale,
de l'ex-République de Serbie, Monténégro, mais tout ceci a explosé sur le monde. Donc il n'y a pas aucune réponse. Si vous allez en Asie, vous avez eu le Cachemire, le Bangladesh, le Timor oriental, et je ne parle pas du Proche-Orient, la situation du Kurdistan, les demandes, on voit bien actuellement sur fond de Syrie, d'Iran, d'Irak, de Turquie, c'est des solutions qui n'ont jamais été trouvées. Et en Afrique, la question du Sahara occidental est toujours l'une des questions. Donc il n'y a pas de recette miracle, et je crois qu'il faut en tenir compte. Deuxième point qui est important toujours, et je crois qu'il faut le faire, les principes sont importants, et notamment lorsque on a une responsabilité au sein des Nations Unies, la seule valeur les seules valeurs sur lesquelles il faut se fonder, ce sont celles de la charte. C'est-à-dire que je reconnais, moi, m'être senti le plus en accord avec ma conscience en travaillant non pas comme ambassadeur français, puisque j'avais le sens des intérêts généraux de mon pays, mais les intérêts généraux de mon pays sont-ils les intérêts universels de la communauté internationale? Non. Au sein des Nations Unies, on doit se mettre dans une position où c'est les intérêts universels et non pas les intérêts nationaux qui doivent prédominer. Donc, pour ce faire, il faut s'en référer à la charte, mais se référer à la charte ne veut pas dire, surtout quand vous êtes au quotidien en contact avec le Conseil de sécurité, qu'il n'y a pas des réalités politiques et que si on confronte ou on oppose principe et réalité politique, on aboutit la plupart du temps à un désastre ou à l'absence de solution. Donc ça encore, c'est une question qu'il faut prendre en compte. Alors pour ce qui est du Mali et du Sahel, je crois que l'un des principes fondamentaux, le voie de la sagesse, même si dans certains cas, on se dit est-ce que c'est totalement respectueux des identités, c'est le respect des frontières nationales. Je veux dire que les dirigeants africains ont eu cette sagesse depuis longtemps de se dire c'est un principe qu'il faut respecter, et si, on a vu l'Éthiopie et l'Érythrée, si à un moment ou à un autre il y a un changement, il faut que ça se fasse dans un cadre qui soit pleinement respectueux, pacifique de la paix. Et ce principe fondamental pour l'Afrique est, je pense, un élément important, même si les frontières issues de la décolonisation peuvent poser un certain nombre de principes. Deuxième chose qu'il faut avoir en tête, c'est de se dire que la géographie, ça existe. Et lorsque l'on prend une solution pour un pays donné, il faut se poser la question de ce qui va se passer dans les pays voisins. Je veux dire que comment on fait en sorte de prendre des positions, d'avancer des solutions qui, quelque part, ne conduisent pas à l'humiliation ou à la marginalisation du voisin. Car si on se met dans ce cadre de situation, on a la certitude qu'on va alimenter en retour, je veux dire qu'à la fois des réactions négatives, de la violence, du soutien à des mouvements séparatistes ou à des minorités actives. Donc le cadre d'une solution dans laquelle on prend en compte le point de vue des voisins est important. Et je dirais, puisque ça a été l'expérience pour moi de la Sierra Leone ou d'autres pays, mais c'est l'expérience aujourd'hui qui se passe dans l'ex-Union soviétique, il faut être très attentif d'aborder les questions en tenant compte des réalités régionales, mais en faisant en sorte que ce ne soit pas une puissance régionale voisine qui impose sa solution. Alors, je vous disais tout à l'heure, lorsque je suis arrivé, c'était la fin des opérations des Nations Unies, et c'était l'idée que la relève venait des organisations régionales, l'OTAN en Europe, les forces de la communauté économique des États indépendants de l'ex-Union soviétique pour la sphère de l'ex-Union soviétique, et on pensait aux forces africaines, la CEDEAO, notamment pour l'Afrique de l'Ouest. Dans chacun des cas, il a fallu à un moment donné soit se poser une question sur la viabilité ou la neutralité de ces opérations, et je ne rappellerai pas la situation en Géorgie il y a simplement quelques années, ou la situation en Moldavie que j'évoquais aussi, mais j'ai conduit, moi, le remplacement de la force de la CEDEAO par une force des Nations Unies en Sierra Leone,
Et je dis que ça a été une bonne chose, car quoi qu'il en soit, quand vous avez une puissance régionale forte, c'est le cas du Nigeria dans la zone, il y a toujours de la part des autres pays voisins un sentiment qui est un sentiment ou d'inéquité, ou de pression, ou de tentative de renforcer son pouvoir des autres. Il y a sur l'opération qui est menée au Mali, le fait que ce soit une opération large des Nations Unies, j'y reviendrai après, me paraît plutôt un gage positif, même s'il est nécessaire que des forces africaines en constituent l'élément essentiel. Donc ça, c'est un... Le troisième point, c'est que là, Cheikh Tidiane Diago l'a évoqué tout à l'heure, le problème n'est pas simplement un problème régional. C'est-à-dire qu'il y a 4 régions africaines qui sont impliquées, et au-delà de ça, les problèmes globaux liés au terrorisme, au crime organisé, au trafic en tout genre, imposent une réponse qui soit une réponse globale. Et il importe que de ce point de vue, au-delà de la CEDEAO, l'OUA et les Nations Unies, dans toutes ces dimensions et dans toutes ces composantes, puissent intervenir pour aider à la résolution de ces problèmes. Et il importe aussi, là où il peut y avoir eu des tensions, des doutes, des interrogations, des méfiances entre des pays voisins, qu'un véritable dialogue soit réintroduit, que la communauté internationale le fasse. Au sein de chaque pays, maintenant c'est au sein du Mali, il est clair que rien ne peut fonctionner sans que chacun ait le sentiment d'être respecté. Je veux dire que pour le Mali, il y a 2 mots qui doivent intervenir, c'est réconciliation et inclusion. Donc voilà les 2 maîtres mots qui me paraissent importants pour moi. Donc ça veut dire, en le déclinant, tout d'abord qu'il y ait un véritable développement économique et social qui touche chaque région, et notamment le Nord qui a eu le sentiment d'être négligé pendant de longues périodes. Il faut que ce sentiment d'abandon ou de marginalisation soit remis en cause. Deuxièmement, c'est une participation de chaque groupe du pays à l'ensemble des institutions nationales, que ce soit l'armée, que ce soit le gouvernement, que ce soit les établissements publics, que ce soit la radio-télévision, que ce soit le Parlement, que là, il y ait une présence et le sentiment d'être représenté. Le troisième point, c'est ce que les Européens aiment bien, c'est le principe de subsidiarité. Et là, on tombe sur la notion d'autonomie ou de décentralisation. Ça dépend, là encore, moi je n'ai pas de schéma préconçu en la matière, mais il importe que là, en tenant compte des traditions, des risques, des problèmes locaux, de la nécessité, on traite les dossiers au niveau où ils doivent l'être. Je veux dire que tout ne remonte pas au centre et que ce qui peut être traité au niveau local puisse l'être. Et enfin, il importe que pour que ça puisse fonctionner, et ça dépend des uns et des autres, une mission de maintien de la paix ne changera jamais sur une durée, notamment une durée brève, ce qu'il y a dans les têtes et dans les cœurs. On le voit bien, les haines ancestrales ou, le cas échéant, les drames plus ou moins récents, les difficultés de coexistence, les différences religieuses, s'imprègnent dans les esprits des uns et des autres, et la présence internationale peut calmer le jeu, mais ne va pas le changer. Tant que ne sera pas rétabli le sentiment pour chacun d'inclusion, de confiance, de sécurité et de respect, on n'y aboutira pas. Alors pour ce faire, la présence internationale, notamment sur une longue durée, qui parfois peut donner l'impression à chacun d'être un moyen d'éviter de régler le problème. On peut me dire, c'est le cas à Chypre, on peut me dire, c'est le cas au Sahara occidental. Globalement, ça contribue sur la durée, malgré tout, à éviter que les tensions, les haines, les violences se déchaînent à nouveau et peuvent permettre sur le long terme de tenter de bâtir des solutions qui soient des solutions de bon sens et qui
au bout du compte, permettent d'avancer. Une force de maintien de la paix, c'est, je pense, important pour tenter de donner l'impression qu'on n'est pas simplement face à une armée ou à une police dans laquelle on n'a pas confiance, même si, comme je disais tout à l'heure, l'élargir, l'ouvrir aux diverses communautés, mais c'est un moyen de maintenir un peu de paix. Deuxièmement, une présence internationale, c'est pour chaque minorité, et c'est un élément important, le sentiment d'exister, et d'exister dans la durée. C'est-à-dire se dire que par la présence, qu'on le veuille ou non, à la fois de casques bleus qui patrouillent, qui écoutent, d'une mission qui a diverses composantes. Elles peuvent toucher à l'assistance humanitaire, les processus de démocratisation, les droits de l'homme, la formation de la police. C'est le sentiment pour toute minorité qu'il y a une porte à laquelle on peut frapper, qu'il y a une capacité d'alerter la presse internationale et qu'on ne va pas ressombrer dans l'oubli si on n'est pas présent. Et le troisième élément d'une présence des Nations Unies, c'est une approche, le mot qu'on utilise parfois, holistique, c'est-à-dire une stratégie globale de ce qu'on peut mettre en place qui touche à tous les aspects, pas simplement sécurité, pas simplement formation de la police, mais démocratisation, participation à la vie locale, assistance humanitaire lorsque c'est le cas, aide au développement en relation avec les autres organisations nationales et si possible, voilà, on l'a fait fortement au Kosovo et au Timor oriental, une capacité de coordination des actions de l'ensemble des intervenants internationaux. Et de ce point de vue, c'est un point positif. Alors, pour l'heure, j'ai entendu parler, monsieur le ministre, des questions de dire allons vite vers une force de réaction rapide africaine pour régler tous les problèmes. Il y a 10 ans, nous avons mis en place des forces prépositionnées. J'ai signé avec je ne sais combien, il y a 15 ans, 2 ministres, la mise en place de forces des Nations Unies qui étaient prépositionnées dans chaque pays et susceptibles de réagir à la moindre alerte. C'est comme les travelers check. Les ministres viennent se prendre faire prendre en photo pour signer l'accord, mais lorsque vous vous trouvez face à une crise et que vous demandez des troupes, il n'y a pas la deuxième signature pour permettre la mobilisation. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est important, c'est la capacité qu'il y a aussi au-delà des forces nationales de les rassembler dans un groupe homogène et avec une formation adaptée. Là encore, j'ai beaucoup travaillé à l'époque, aussi bien avec les représentants français que les représentants anglais et américains, à la création du programme ROCAMP pour les Français, de forces africaines capables d'intervenir en force maintien de la paix. Je veux dire que je ne sais plus où en est le résultat, mais moi j'ai été frustré pendant des années. Et là encore, ce ne sera qu'une œuvre de longue haleine si on veut le faire, et qui nécessitera, je pense, beaucoup de moyens, beaucoup de confiance et beaucoup de coopération entre les États. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça puisse se faire vite pour bâtir quelque chose, c'est-à-dire que les Nations Unies vont rester encore pendant longtemps, compte tenu des moyens de la légitimité de l'organisation, sans doute un élément indispensable. Merci. Merci, M.